Le boulevard Nangui-Ambrogoua a renoué avec l'insalubrité. Les commerçants se sont aussi réinstallés sur ce boulevard de la commune d'Adjamé, nettoyé il y a juste une semaine. À Niakara, dans le nord du pays, éleveurs et agriculteurs invités à faire confiance à la loi et à recourir aux autorités lors d'une mésentente dans le cadre de leurs activités. Et puis les points levés de Tommy Smith et John Carlos lors des JO de 1966 à Mexico le 17 octobre 1968 exactement leur a coûté leur carrière, mais ont marqué l'histoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Chasser le naturel, il revient au galop et la nature a horreur du vide. Deux assertions qui se vérifient dans la commune d'Adjamé au boulevard Nangui-Ambrogoua où commerçants et ordures ont refait surface sur cette voie nettoyée de fond en comble il y a seulement une semaine. Les précautions prises par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et la mairie de la commune d'Adjamé ont-elles accouché d'une souris? En tout cas, le constat de notre reporter Moussa Konaté est clair. Une fouille dans les déchets pour obtenir des matières utiles. Des tas d'ordures en plein milieu de la route, à côté de commerçantes installées sur la chaussée. C'est le décor aujourd'hui sur le boulevard Nangui-Ambrogoua à Adjamé, seulement une semaine après l'opération Grand Ménage. Lundi c'était propre, mais maintenant là, ça commence à devenir la même chose. Vous-même vous voyez, il commence à s'installer un peu. C'est la fois passée là, tout ça là. C'était propre. On va s'allonger dessus tellement c'était propre. Vous-même, constatez-vous. Les commerçants sont venus encore. J'ai vu sur les réseaux sociaux, à la télé aussi, qu'ils avaient dégagé à Adjamé complètement les ordures, les vendeurs sur la route, tout et tout. Mais aujourd'hui, on revient à Adjamé. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Les bus ne peuvent même pas passer. Quand tu vas de l'autre côté là-bas, l'ordure est comme ça. Un peu plus loin, des véhicules stationnés. La circulation est difficile. Le boulevard Nangui-Ambrogoua à peine assaini renoue avec le désordre et l'insalubrité. C'est pas facile pour nous. Vous voyez comment depuis là on est là, hein? On ne bouge pas. Vous voyez comment ça est, les ordures. Voilà. On dit que bon, voilà, la voie est libérée. Mais allez là, toi-même tu vois, on est en embouteillage. Plus que 40 minutes pour quitter à la mosquée pour venir ici, toi-même tu vois. Hein? Il y a des ordures partout, il y a des commerçants qui sont ici, au bord de la route. Mis en cause, les occupants de la voie tentent de se justifier. Non, on ne va pas dans ce goudron, on s'assoit derrière, on se débrouille. Donc, nous, on balaye le goudron. On va s'asseoir devant, ou on s'assoit devant le magasin. On vient là-bas, on balaye là-bas. Nous-mêmes, ce n'est pas notre souhait même de vendre ici même. Parce que ça ne nous arrange pas. Mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de place au marché aussi. Il n'y a pas une autre place où on peut aller prendre, comme on appelle ça, des magasins pour s'installer, pour vendre. Donc nous sommes obligés de nous débrouiller ici. Pourtant, plusieurs opérations de déguerpissement ont eu lieu à cet endroit, mais sans succès. Ils ont commencé à faire un bon boulot, mais franchement, il n'y a pas de suivi. Quand on ne déguerpit les gens, bon, après 2 jours, on va revenir. Le boulevard Nangui-Ambrogoua avait été fermé le lundi 9 octobre 2017 pour un nettoyage à l'initiative du ministère de la Salubrité urbaine. L'occupation anarchique et les ordures sont à nouveau constatées. Les autorités municipales en ont bien conscience. Elles disent compter sur le soutien du gouvernement afin d'offrir à cet espace un visage reluisant. Agriculteurs et éleveurs de Niakara dans le nord du pays fument le calumet de la paix. Leur cohabitation est bien souvent mise à mal par de récurrents problèmes, les bœufs des secondes cités qui saccagent les champs des premiers. L'Observatoire du respect des droits de l'homme et de la légalité ivoirienne a donc décidé de les sensibiliser, les informer et les former en vue d'une cohabitation apaisée. Hassan Khan, Walter Amadou Ouattara. Sont des activités majeures des populations en majorité paysannes. Cependant, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs est parfois conflictuelle. Les gens disent que c'est nous qui gâtons les sangs, alors que les paysans aussi gâtent nos bœufs. Les bœufs n'ont pas de parc. Oui. Et la nuit, les bœufs sortent, ils détruisent les champs. Et on ne sait pas qui a causé les dégâts. Et c'est toujours le paysan qui paie. La transhumance n'est pas l'élevage. On se penche plus sur le cadre de la transhumance qui est commerciale en Côte d'Ivoire que les éleveurs résidents. Or, il faut appuyer d'abord les éleveurs résidents pour pouvoir s'autosuffire. Pour faire face à ces conflits récurrents, une journée de conciliation pour enterrer définitivement la hache de guerre. Une initiative de l'organisation non gouvernementale, l'Observatoire du respect des droits de l'homme et de l'égalité ivoirienne hors délit. Nous avons retenu une défaillance au niveau de l'application des lois qui régissent les conflits agriculteurs-éleveurs. Puisque la loi est l'expression de la volonté générale qui pourront mettre tout le monde sur le même pied et ensemble, chacun pourra
cas se tenir à ses limites d'activité. L'administration veut davantage s'impliquer dans la résolution des conflits pour le maintien d'un climat de paix entre agriculteurs et éleveurs condamnés à vivre ensemble. L'action majeure que le ministère a fait, c'est de réussir à faire sortir un barème en 2014 qui vraiment prend en compte toutes les charges. L'État vous demande toujours la compréhension parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est parfois difficile, mais nous demandons toujours pardon dans le sens de la réconciliation, de la fraternité et de la paix. L'ONG Ordeli entend étendre ses activités dans les sous-préfectures du département pour une parfaite cohabitation entre ces deux entités du monde rural. Plus de 300 personnes ont bénéficié d'une intervention chirurgicale de l'œil pour extraire le cristallin, une action de la mairie de Boisflé qui a coûté près de 18 millions de francs CFA. Sachez que plus de 2000 personnes ont été dépistées. Le reportage de Léon Brou. Locaux de la mairie de Boisflé, tests de lecture de loin ou de près, examen de l'iris ou du blanc de l'œil, des diagnostics pour détecter la cataracte, le glaucome, la myopie ou tous autres maux d'yeux. Et ce ne sont pas les candidats à ce dépistage qui manquent, à chacun son mal. Je ne vois pas bien, puis je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire, mes yeux me piquent. J'arrive à voir de loin, mais c'est flou, comme si c'était de l'eau qui est dans mes yeux. Sur 400 examinés, 37 personnes ont été dépistées malades des yeux, ce qui porte à terme à plus de 300 le nombre des malades des yeux soignés par la mairie de Boisflé cette année. Nous sommes à environ plus de 2000 personnes qui ont été visitées et parmi ces personnes, nous avions le chiffre de 272 personnes qui ont été opérées. 60 000 francs CFA, la subvention de la mairie aux soins des malades des yeux. Cette action sociale, le conseil municipal s'engage à la multiplier en 2018 à côté de l'investissement phare qui est la construction de l'hôtel de ville de Boisflé. Nous sommes en partenariat avec la commune de Boisflé en France. Donc notre contribution c'est 200 millions et le reste c'est à la commune de Boisflé de nous aider donc, à pouvoir sortir des terres cet hôtel communal avec sa piscine. Également au programme des investissements pour la mairie de Boisflé en 2018, l'électrification, le reprofilage des routes et les actions de salubrité. C'est demain que va démarrer la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana à Bamako au Mali. Mais avant, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération internationale de Maracana a eu lieu au Palais des Sports de la capitale malienne, à l'issue de laquelle le président mondial, Bleu Charlemagne, a été confirmé à son poste. Après une première Assemblée générale ordinaire à Lomé au Togo en 2015, qui a abouti à la naissance d'une fédération internationale, les premiers responsables de l'instance fédérale mondiale de Maracana se sont retrouvés à Bamako, au Mali, pour la deuxième Assemblée générale ordinaire. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui doit débuter le mercredi 18 octobre, responsables, partenaires et joueurs se sont parlé en toute franchise. Au menu, une présentation des activités menées sur l'exercice 2015-2017 a permis de voir l'évolution de l'instance fédérale jusqu'à ce jour. De 18 pays en 2015, la FIMA compte à ce jour 38 pays participants, dont plusieurs observateurs. Pour avoir assisté, n'est-ce pas, aux compétitions au Togo et au Burkina, on sait que le Maracana a évolué. Parce que moi, j'ai vu le Maracana naître, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire avant de l'exporter au Canada. Et on a décidé cette année, n'est-ce pas, après notre première saison au Canada, couronnée par un championnat national et une coupe nationale. Donc on a pu mettre une équipe en place pour venir compétir cette année. À la lecture du bilan moral et financier, il en ressort une vague de promotion et de présentation du Maracana dans les pays européens et américains. Une campagne de communication et de lobbying à laquelle a été destiné 80% du budget qui s'élève pour cette saison 2016-2017 à 23 890 000 francs CFA. Après lecture du bilan, le bureau fédéral a donné quitus au président Bleu Charlemagne afin de poursuivre la campagne de lobbying du Maracana avec un objectif clair, arriver à l'organisation d'une Coupe du Monde de Maracana dès 2018.
Culte spécial pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, l'église protestante évangélique SEMA de la commune de Yopougon a élevé des prières à Dieu dans ce sens. Herman Niamian était dans la commune de Yopougon. Culte spécial pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens de l'église protestante évangélique SEMA de Yopougon camp militaire ont prié pour que le Seigneur éclaire les dirigeants du pays afin qu'ils prennent les bonnes décisions et aussi pour la réconciliation à l'ouest, précisément à Guiglo, après les événements malheureux qui ont secoué cette localité. Nous recherchons la paix ici en Côte d'Ivoire et nous disons merci à Dieu pour nos leaders dans le pays et tous ceux qui sont en action pour que cette paix puisse être retrouvée. Nous leur demandons de prendre du courage. La paix n'est pas une chose facile à avoir. S'il y a des soubresauts ça et là, que cela ne sert pas de motif de découragement. Ce culte spécial pour la paix en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le programme de tournée initié par le président national de l'église SEMA de Côte d'Ivoire dans les différentes paroisses. Au temple Shiloh qui l'accueillait, le révérend Florent Conan, le pasteur principal, a indiqué que cette visite est pleine de sens. Nous connaissons tous la situation sociale à Guiglo. Et donc, il est venu pour qu'ensemble, nous fléchissions les genoux pour apporter un appui à l'action du gouvernement pour que la paix revienne dans cette zone-là. Les fidèles chrétiens de l'église SEMA ont aussi prié pour qu'une solution soit trouvée au problème des enfants en difficulté avec la loi communément appelée microbe qui sème terreur et désolation à Abidjan. Le 17 octobre 1968, lors des Jeux olympiques de Mexico, les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, champions du 200 mètres sur le podium à la première et à la troisième place, baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de noir. Ce geste leur coûte la fin de leur carrière. Ils affichent leur soutien au mouvement antiségrégationniste américain des Black Panthers. Retournons en 1968 pour y vivre cet événement. 17 octobre 1968, révolte noire aux Jeux olympiques de Mexico. Pendant les Jeux olympiques de Mexico, les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, champions du 200 mètres, montent sur le podium à la première et à la troisième place. Au moment où retentit l'hymne américain et s'élève la bannière étoilée, ils baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de noir. Par ce geste, ils affichent leur soutien au mouvement antiségrégationniste américain des Black Panthers. Un geste qui leur coûtera la fin de leur carrière. Les Jeux olympiques de Mexico en 1968 interviennent dans un contexte social bouillant aux quatre coins du globe. Les révoltes jaillissent des usines et des universités. Ouvriers et étudiants font reculer la police lors des manifestations. Le patronat sue à grosses gouttes. Le Mexique n'est pas en reste. Le climat social y est même explosif et la répression féroce. Le 2 octobre 1968, soit 10 jours avant l'ouverture des JO, plus de 300 manifestants, des étudiants en grève, sont abattus par l'armée. Les appels au boycott prononcés contre ces JO par les militants des droits civiques américains se multiplient sans succès. Les athlètes noirs américains se rendent donc à Mexico, plusieurs d'entre eux à bord. Un badge pour la cause des Noirs victimes du racisme. Les Jeux ouvrent leurs portes le 17 octobre. Les Américains Tommy Smith et John Carlos sont champions du 200 mètres, respectivement à la première et à la troisième place. Entre les deux athlètes américains sur la seconde marche du podium, s'est glissé un sprinter australien du nom de Peter Norman. Les deux athlètes montent sur le podium sans chaussures, un foulard autour du cou de Tommy Smith pour protester et rappeler les lynchages du Sud. John Carlos lui porte un collier en hommage aux esclaves, ancêtres des Afro-Américains. C'est un moment clé de leur histoire d'athlètes noirs américains. En refusant le boycott, la plupart des athlètes noirs de l'équipe des États-Unis s'est engagée à protester. Les émotions défilent encore plus vite que les sprints. Les droits des Noirs sont bafoués. La majorité vit dans la pauvreté, cloîtrée dans des ghettos ou envoyée en masse faire la guerre au Vietnam. Quelques mois avant, Martin Luther King est assassiné et le Black Panther Party est déclaré menace la plus grande pour la sécurité intérieure des États-Unis. Au moment où l'hymne national sonne ses premières notes et la bannière américaine se hisse, les trois athlètes envoient un message silencieux, visage incliné vers le sol. Les deux sprinteurs américains ont le poing dans un gant de cuir noir tendu vers le ciel. Nous ne représentons pas ici notre pays, mais le peuple noir. Assénera plus tard Smith. L'Australien Peter Norman, sur la deuxième marche du podium, manifeste son soutien avec un badge du mouvement de protestation des droits civiques. Face à cette protestation, sifflets et insultes fusent dans le stade olympique de Mexico. Le président américain du CIO, Avery Brundage, dénonce un acte de protestation politique interdit par le règlement et prend des mesures expéditives contre Tommy Smith et John Carlos, dont il qualifie l'action de sale manifestation des négros contre le drapeau américain.
Tommy Smith, premier homme à courir le 200 mètres en moins de 20 secondes, et John Carlos, détenteur du bronze, sont bannis du village olympique, ainsi que Norman. Ils seront exclus à vie des JO. Ce podium, les 3 sprinteurs le payeront au prix de leur carrière. Smith et Carlos se reconvertissent sans succès dans le football américain. Quant à Norman, la fédération australienne l'expulse de l'équipe olympique. Merci Moussa Konaté pour ce retour sur les faits. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.